Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La guerre à Gaza et entre Israël et les mouvements de la résistance palestinienne continuent de faire rage et s'approche de son 40e jour. L'armée israélienne continue de commettre des massacres de civils et l'opinion internationale montre son opposition franche à cette guerre de destruction malgré le soutien affiché par les dirigeants occidentaux à Riyad. Deux sommets arabo-islamiques viennent de se tenir pour condamner cette guerre, mais encore des décisions fermes pour arrêter les actions de l'armée israélienne se font attendre. Quelles sont les perspectives de ce conflit? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Zakaria Aboudahab, professeur en relations internationales. Bonjour à vous, professeur. Bonjour, c'est Omar. Alors, que retenir au terme de ces deux réunions qui se sont tenues à Riyad, l'une de sommet, l'un de la Ligue arabe et l'autre de la conférence de l'organisation de la coopération islamique, l'OCI? D'abord, en ce qui concerne le format de cette réunion d'urgence, c'est extraordinaire, qui conjugue donc les deux institutions, à savoir l'organisation de la Ligue arabe et en même temps l'organisation de la coopération islamique, avec plus de 50 participants. C'est inédit, avec des pays comme par exemple le Nigeria, comme le Sénégal et par ailleurs les pays coalisés au sein de la Ligue arabe. Deuxièmement, par l'ampleur même de la déclaration issue de cette réunion qui s'est tenue samedi dernier, plus de 31 paragraphes, si vous voulez, et par conséquent, même au niveau du ton TON, qui a été adressé non seulement à Israël, mais également à tous ses soutiens au niveau de la communauté internationale. Donc, maintenant, ce qu'il faut, bien entendu, au-delà de l'incantatoire, au-delà des déclarations condamnant l'agression et ce qui est abominable, chaque jour on le voit avec des attaques qui ciblent les civils, notamment les enfants, avec un nombre très élevé quand même de morts, c'est les mécanismes de suivi. Et je crois qu'au niveau de la déclaration de Riyad, samedi dernier, il était question de constituer une sorte de troïka, si vous voulez, l'idée par l'Arabie saoudite avec la participation de l'Égypte, il y a même, je pense, l'Indonésie, la Jordanie, pour constituer une sorte de mouvement international pour la mise en œuvre du contenu de la déclaration et pour que d'abord soit décrété un cessez-le-feu, garantir l'aide humanitaire, donc son acheminement, et par ailleurs, par la suite, engager une réflexion globale au sujet de la paix, on va dire durable, au sein du Moyen-Orient. Alors, il est vrai que ces actions sont menées, mais pensez-vous que peut-être ces rendez-vous ont manqué d'être un tournant dans cette guerre en termes de condamnation ferme ou peut-être d'action encore plus ferme pour pouvoir en tout cas imposer un arrêt des hostilités? Ça va certainement avoir des effets parce que de toutes les manières, aujourd'hui, ce que nous observons, on va dire, sur le terrain, via les mass-médias, les télévisions, etc., c'est d'abord une dérive dangereuse de cette contre-offensive israélienne. Je l'appelle ainsi, puisqu'il faut le dire que c'était Hamas en premier lieu qui a mené l'offensive le 7 octobre dernier. Et puis, deuxièmement, ça frappe quand même la conscience de la communauté internationale. Et on l'a vu avec toutes les manifestations de par le monde, aux États-Unis, en France, dans les pays arabo-musulmans et ailleurs. C'est intenable. Et donc, on ne peut aujourd'hui justifier toujours un droit de légitime défense tel que proclamé par l'article 51 de la charte de l'ONU et donner une sorte de blanc-seing à Israël pour faire ce qu'il veut. Il est vrai qu'il a le droit de se défendre légitimement, ça on le sait, c'est garanti par le droit international, y compris humanitaire, mais il faut que cela se fasse dans les termes même de ce droit international et soit encadré par une réglementation internationale. Aujourd'hui, il est question de saisir la Cour pénale internationale. Je crois que même l'autorité palestinienne l'a fait, on va dire l'État palestinien, puisque là, il avait agi en tant que tel.
quand bien même il n'a pas été admis pleinement au sein de l'ONU, mais il a été reconnu par l'Assemblée générale de l'ONU, il faut le rappeler, en tant qu'État non membre, mais qui a le statut d'observateur. Et donc, aujourd'hui, je crois même au niveau de l'attitude des responsables israéliens, il y a plus ou moins une relative atténuation. Ceci dit, il faut donc observer au moins quelques jours pour que nous puissions évaluer à sa juste titre l'impact réel de ces déclarations qui, à mon sens, ne sera pas sans suite. Donc une déclaration qui ne sera pas sans suite. Alors cela dit, en termes d'action, quelles sont les possibilités qui s'offrent aux pays de la région et plus largement aux pays de l'OCI? C'est-à-dire, on peut identifier peut-être 3 directions essentielles. La première, c'est au niveau de l'action auprès des puissances internationales, les États-Unis, mais également, il faut dire que la Russie, qui a brillé par une relative absence, si vous voulez, quand bien même elle a été derrière une initiative au niveau du Conseil de sécurité, mais qui a été bloquée par les États-Unis, parce que la Russie est embourbée dans son conflit armé avec l'Ukraine. Il y a aussi la Chine, il y a d'autres puissances. On peut parler de la France, qui avait abrité, suite à l'initiative de M. Macron, un forum pour la paix à Paris, d'ailleurs, qui lui a valu les critiques acerbes de M. Netanyahou. Et par la suite, je le sais, il a eu une conversation téléphonique avec le président israélien pour atténuer un peu les propos et montrer la véritable intention de M. Macron, le Royaume-Uni, etc. Ça, c'est la première direction, on va dire une sorte d'action auprès des puissances, au moins membres permanents au sein du Conseil de sécurité. Deuxième action, c'est directement à l'égard de l'ONU. Et je dirais les Nations Unies, de façon globale, toutes les institutions qui tournent autour de son orbite, il faut ressasser, il faut revenir à la charge. Déjà, l'Assemblée générale, en octobre dernier, avait condamné l'agression israélienne. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aller encore pousser ces résolutions un peu plus loin. Troisième direction, c'est au niveau du monde arabo-musulman. Alors collectivement, je crois qu'il faut prendre une action collective. Si les hostilités, on va dire, avec les dégâts comment dirais-je, abominaux. C'est un carnage aujourd'hui qui se perpétue sur le territoire de Gaza. Donc une action collective en termes non seulement de pression psychologique, mais en termes de mesures concrètes. Aujourd'hui, il faut, je pense, passer à une autre vitesse et utiliser peut-être l'arme économique, l'arme diplomatique. On peut se poser la question sur le sort des accords d'Abraham. À un moment donné, on avait cru que cela pouvait aller dans le sens de la création d'une paix relativement durable au Proche-Orient. Donc, il faut, à mon sens, agir sur ces mécanismes, sur ce levier pour décréter au moins cessez-le-feu sans condition et par la suite passer aux étapes ultérieures. Passer donc aux étapes ultérieures. Alors, en termes, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'impossibilité même d'avoir accès aux aides qui sont proposées par la communauté internationale. Alors, sur ce plan-là, quand même, quelle pression doit être faite pour au moins que les populations de Gaza aient accès à ces aides-là? Bon, qu'est-ce qu'on peut dire face parfois à l'entêtement d'un certain nombre de dirigeants qui privilégient, hélas, des objectifs strictement militaires et de quelle manière face au carnage quotidien. Aujourd'hui, on a pratiquement dépassé ou presque frôlé les 12 000 morts, pour la plupart des enfants, c'est abominable bien entendu, et probablement, moi je crois que probablement, bon, cette question du pause humanitaire 4 heures par jour n'est pas safe, comme on dit, n'est pas toujours amen. Probablement, cette semaine, il y aura des décisions, je le crois fort bien, qui seront prises au niveau au moins d'une trêve humanitaire, parce que l'Égypte est le premier pays, à mon sens, qui est exposé à la déferlante de personnes qui quittent Gaza. Enfin, il y a du nord au sud, mais en passant par Rafah, bien entendu, le passage de Rafah, mais probablement, non seulement les États-Unis qui commencent aussi à réviser peut-être leurs options stratégiques par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, au moins depuis le 7 octobre, nécessairement aujourd'hui, il faut, je le crois, on n'a que le souhait, on n'a pas de moyens et on n'a pas de certitude, mais vu la situation sur le terrain, moi je crois aujourd'hui, on est arrivé à la ligne de non-franchissement. Il faut absolument imposer, grâce à l'action de puissances internationales, les pays arabo-musulmans et toutes les bonnes consciences pour décréter ce genre de trêve humanitaire.
Une trêve humanitaire. Alors, justement, sur la base, il est vrai qu'on est plus sur les relations internationales que dans la stratégie militaire. Mais pensez-vous que presque 40 jours, on est au 38e jour de ce conflit, que l'armée israélienne, au-delà des destructions massives et de punitions collectives, est vraiment en train de réaliser quelque chose sur le terrain? Il y a une sorte de cafouillis d'abord au niveau de la réalité sur le terrain. C'est une guerre psychologique, on le sait. Les factions palestiniennes, notamment les branches ou la branche armée du Hamas, notamment Kataib al-Qassam, avec les communiqués de guerre, si vous voulez, les accrochages entre les deux parties. Mais de toutes les manières, vous savez même, il y a eu des photos prises par satellite où on montre l'ampleur des dégâts auprès des constructions civiles palestiniennes, les hôpitaux assiégés, etc. Les dégâts sont incommensurables et les pertes sont indicibles, ça on le sait. Mais qu'est-ce qui se trame dans la tête des responsables israéliens? D'abord, une sorte on va dire, d'entêtement et d'enfoncement, quand bien même il y a des protestations, notamment à Tel Aviv, en ce qui concerne la question ou le sort des personnes prises en otage par le Hamas. Cela dit, il y a certainement quelque chose là qui devrait nous interpeller, puisque sur le terrain, Israël, in concreto, n'a pas atteint encore ses objectifs. Et donc, quelles sont les options ou les choix qui se présentent à nous? On va raser carrément Gaza de la carte avec tous les dégâts qui vont en découler. Deuxièmement, si les objectifs ne sont pas atteints sur le court terme, eh bien à ce moment-là, il faudrait, à mon sens, s'attendre au pire. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas les éléments pour décrire et analyser exactement la situation du point de vue militaire et opérationnel, mais ce que nous voyons, directement au moins, c'est que les objectifs tracés par Israël, c'est-à-dire le démantèlement du Hamas carrément, ne tient pas la route et même des voies de contestation à Israël commencent à monter au créneau pour interpeller la responsabilité politique de ce gouvernement, notamment celle de M. Benjamin Netanyahou. Justement, Benjamin Netanyahou qui est confronté en tout cas à des courants contraires au sein de la société et de son cabinet. Alors, globalement, parlons. Comment en Israël, justement, quelle est la position générale qui se dégage au fur et à mesure que ce conflit progresse, parce qu'on a vu des manifestations de ce week-end également? Bon, en général, on va dire sur le plan politique, de la coalition à la Knesset, qui avait dès le départ évidemment donné le feu vert au gouvernement, on va dire un gouvernement de crise, un gouvernement quasiment militaire, pour mener la contre-offensive et aller vers le démantèlement selon les objectifs qui ont été avoués de démantèlement du Hamas. Évidemment, c'est un autre sujet de discussion. Est-ce qu'une telle contre-offensive est de nature à annihiler ou à démanteler définitivement l'idéologie du Hamas? Ça, rien n'est moins sûr, bien entendu. Deuxième chose aujourd'hui, les manifestations au niveau de certaines, on va dire, sympathies. Mais vous savez, le parti même travailliste israélien, je ne dirais pas qu'il n'a plus droit de citer, mais il nommerait plus grandement sur la réalité, il faut le dire. Il faut même le souligner depuis l'assassinat en 1995 de Yitzhak Rabin. Troisièmement, les protestations au niveau de Tel Aviv en particulier, en fait, ciblent non pas l'action du gouvernement en tant que tel visant à démanteler Hamas, parce qu'il est considéré de toutes les manières, du point de vue des Israéliens, comme étant une organisation terroriste, c'est un agresseur, c'est Daesh, etc., etc., même si on suit les débats au niveau des réseaux sociaux. Mais on peut dire aujourd'hui que même compte tenu des pertes quotidiennes, en termes d'efforts de guerre, ce sont des millions de dollars par jour, jusqu'à quel niveau l'État d'Israël aujourd'hui et le gouvernement actuel, sur le plan opérationnel, sur le plan politique, diplomatique, pourraient encore justifier une telle contre-offensive avec les dégâts que nous avons cités tout à l'heure, et au regard d'une communauté internationale de plus en plus inquiétante, et notamment aussi au vu des protestations menées ailleurs, et cette vague de l'antisémitisme qui s'est généralisée partout. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, le gouvernement de Netanyahou est sur le fil du rasoir. Il devra aussi répondre de ses actes. N'oublions pas que la déclaration issue à la suite du sommet extraordinaire arabo-musulman
avait évoqué ce sont pas une option, mais cette mesure, c'est d'aller vers la Cour internationale la Cour pénale internationale, pardon, et responsabiliser le gouvernement israélien aujourd'hui au sujet de ces violations massives et substantielles à l'égard et du droit international et du droit international humanitaire, parce qu'Israël a le statut de puissance occupante, donc il est responsable, au regard de son occupation de ces territoires, y compris la bande de Gaza, Al-Quds al-Sharif, depuis du 4 juin 67 jusqu'au 11 juin de la même année. Alors, ce qui surprend aussi, c'est ce parti pris flagrant des médias occidentaux par rapport à ces massacres, il faut dire le terme, qui se passent sur le terrain. Alors, ça paraît quand même bizarre, sachant que la réalité sur le terrain est là. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une punition collective. Comment comprendre que les médias occidentaux continuent, à contre-courant de la rue, de prendre position pour ce qui est en train de se passer à Gaza ? C'est un parti pris, si vous voulez, c'est Omar, c'est un biais cognitif, ça me rappelle l'orchestration par les médias français, il faut le souligner, au lendemain du séisme qui a frappé notre pays. Vous voyez, il y a une sorte de réflexe, des automatismes, et ce sont des a priori qui, à mon sens, soulignent une myopie flagrante sur le plan intellectuel. Biais cognitif, c'est lorsque les faits sont biaisés et qu'on voudrait tout simplement faire des raccourcis, les amalgames, et ça participe à une guerre, hélas, qui est aujourd'hui ressuscitée, guerre des civilisations, guerre des cultures, enfin, entre les cultures et les civilisations, et les religions, il faut le dire. Et ces politiciens, c'est très mesquin, à mon sens, ces médias internationaux, de façon générale, qu'ils soient francophones ou autres, sont renvoyés aujourd'hui à leur conscience. Ce sont ces valeurs, leurs valeurs qui sont interpellées. Quid de l'égalité des humains, la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 89, quand elle dit qu'elle proclame solennellement « tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit », est-ce que le Gazaoui n'a pas le même degré d'égalité par rapport à un Ukrainien, ou bien il faut distinguer les personnes en raison de leur race, de leur religion, de leur appartenance ethnique, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, que nous assistons, comme disait Amin Maalouf, à un naufrage des civilisations, mais aussi à un dérèglement du monde. Et franchement, cela nous pousse à la réflexion pour au final se poser la question sur les valeurs aujourd'hui qui fondent cette communauté internationale. Tout simplement, on n'a pas le temps de développer toute une plaidoirie sur le plan de la philosophie du droit international, mais aujourd'hui, on peut dire que cet ordre international qui a été proclamé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, tout simplement, est aujourd'hui, il est fissuré, il est clivé, il est en effondrement et il faudrait aller vers le sens de sa recomposition sur de nouvelles bases avec plus d'équité, plus de justice. Alors, en tout cas, du côté de l'ONU, aujourd'hui, les drapeaux sont mis en berne parce que plusieurs employés de l'UNRWA, notamment à Gaza, ont perdu la vie. Le secrétaire général des Nations Unies ne cache pas ses mots, donc il condamne fermement ce qui se passe. Alors, justement, ce système international dont on parle, sur lequel on renvoie les gens en cas de conflit, surtout quand ça touche des pays du Sud notamment. Pensez-vous que finalement, comme la Société des Nations, après la Première Guerre mondiale, l'ONU, en tout cas, file vers une position où elle n'aura plus aucune utilité dans le monde? Moi, je vais un peu atténuer les propos de Omar, c'est-à-dire d'une part le souhait, l'incantation et le réel. Mais le réel s'impose par sa dureté et par sa réalité, parfois par son atrocité. Je crois, comme disait Aristote, c'est le régime le moins mauvais possible. Au moins avec l'ONU, nous avons des remparts. Évidemment, l'ONU, c'est pas seulement l'ONU, mais tout le système qui a fonctionné tant bien que mal, a donné lieu à beaucoup de réalisations au niveau de la santé, la culture, l'agriculture, etc. Maintenant, ce qui est le plus interpellé, interrogé, c'est la configuration au niveau du Conseil de sécurité et le système, à mon sens, de prise de décision. Il faut dire à ce moment-là, aujourd'hui, que la configuration de 45 n'est plus acceptable aujourd'hui, puisque même ce droit de veto, finalement, ôte à l'ONU toute mesure, si vous voulez, opérationnelle permettant d'endiguer ce genre de péril et de catastrophe. Au-delà, il faut préconiser des mesures de prévention. Je crois qu'il y a eu des rapports depuis M. Kofi Annan, voire même depuis Boutros Ghali, les années 90, nouvel agenda de l'ONU, etc. Il faut dire que
comme les réalistes le disent, il faut prendre le train en marche, ajuster les voiles. Il y a le souhait, il ne faut pas être cynique non plus, parce que nous avons intérêt diplomatiquement, politiquement à maintenir, mais à réformer. Je le crois fort bien aujourd'hui. Il faut partir des réalisations déjà faites depuis 1945, mais aller par pression, les pays arabo-musulmans peuvent le faire à l'intérieur de l'ONU pour remodeler un peu le fonctionnement et le système, surtout de prise de décision, parce qu'il y va du devenir de toute l'humanité entière, quelle qu'en soit l'origine. En tout cas, c'est cela que beaucoup de dirigeants, notamment le président turc ce week-end, a mis en avant. Merci à vous, Zakaria Aboudahab. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales. Merci de nous avoir entretenus encore une fois sur ce conflit à Gaza. Avec plaisir, Sir Omar. Bonne journée. Bonne journée à vous également et bonne suite de programme sur Média TV.